l'harmonie. L'ancienne musique a sa règle en elle-même, qui est de bonne tenue, de politesse, de ferme gouvernement. Elle cherche les sons soutenus, les successions compensatrices, les repos naturels, les conclusions péremptoires. La musique des modernes, semblable en cela à la poésie, a ses règles autour d'elle, dont les choses, diapasons et instruments sont dépositaires. Le mécanisme s'y est mis, la gamme, le mode, le ton, les accords sont nés des instruments, et particulièrement du clavier. La modulation est peut-être ce qui caractérise le mieux la musique instrumentale. On entend par là un changement de mode, comme un passage du majeur au mineur, ou bien un changement de ton, qui souvent serait indéterminé dans la musique chantée à une partie et qui suppose donc une harmonie réelle ou imaginée. Mais la modulation suppose d'abord la connaissance et l'affirmation du ton et du mode. J'ai observé que les harpistes, qui accompagnent par instinct, sont presque toujours incapables de moduler convenablement quand la musique chantée l'exige. Aussi voit-on que la plupart des chants populaires ne modulent point, ou pour mieux dire qu'ils sont étrangers au ton et au mode, comme il est visible dans les chants bretons ou dans la musique d'église. Les plus grands musiciens parmi les modernes retrouvent quelque chose de cette liberté, mais toujours en modulant. Les plus rares beautés de la musique instrumentale viennent peut-être de ce retour du chant libre qui lutte contre les formules et finalement les soumet. Là est le centre de l'harmonie. À la considérer autrement, on se perd dans les procédés. Le chant naïf n'exigeait, outre les dispositions d'oreille et de gosier, que l'application, le sérieux et la pureté. Aujourd'hui, la riche musique moderne offre trop d'objets à l'intelligence, trop de combinaisons, trop de suites et jusqu'à des hardiesses quasi calculées. Le raisonnement y périt, et il faut du jugement pour vaincre ce mécanisme trop fort et ordonner enfin l'harmonie selon la musique, et tout de suite prendre parti ou repousser ce mécanisme au niveau des instruments. Cette liberté n'est point transcendante, mais au contraire immanente, et il faut admirer comment l'invention du ton et du mode sauvèrent la musique instrumentale lorsque le chant fut détrôné. Si les accords ne proposaient qu'un jeu de plaisir et d'attente, la volonté n'aurait rien à vaincre, et la musique descendrait au niveau du divertissement. Heureusement, par la physique des sons, on retrouve une pente de nature qu'il faut remonter. La modulation qui va de ut à fa est appelée par la résonance naturelle des sons composés, on devrait l'appeler descendante. Au contraire, la modulation qui va de ut à sol domine cette force de nature. Un rapport du même genre est plutôt sensible, quoique moins facile à expliquer entre le majeur et le mineur, si bien nommé. Si donc on parcourt le cercle entier des tons majeurs et mineurs, en supposant seulement que le ton de ut est le plus naturel, on tracera un chemin montant et descendant qui marque bien par modulation les chutes et les reprises de l'âme en travail. Chaque ton et surtout les voisins de l'ut aura ainsi son caractère, le sol simple et libre, le ré volontaire et ferme, le mi dionysiaque, et ainsi des autres, chaque ton mineur marquant un certain abandon à son degré propre. Ce serait une dialectique des tons et comme une philosophie du clavier. On trouve ainsi dans la musique une sorte de matière seconde, fille d'esprit toute et plus redoutable par cela. Mais cette victoire aussi a sa beauté propre et que l'on peut juger incomparable. C'est l'esprit contre lui-même au lieu que le chant naturel discipline le corps. C'est pourquoi la musique de piano, si elle est belle, est alors royale. Son caractère propre est sans doute l'opposition entre les modulations hardies et la sécurité ou sérénité du chant directeur qui explique ou impose, comme on voudra, les passages que l'oreille seule refuserait. Les célèbres compositions de Schumann peuvent servir ici d'exemple. Il me semble, d'après cela, que l'apprentissage de l'harmonie suppose d'abord la connaissance parfaite des tons et des passages de l'un à l'autre. Et c'est là que trouverait sa place l'étude des dissonances, des retards et des basses qui portent tout. L'étude des deux modes les plus connus, le majeur et le mineur, et ensuite des modes qui sont comme la formule moderne des musiques anciennes, suivra naturellement. L'étude physique de ces édifices sonores peut être aussi fort utile, et Helmholtz en a dit tout ce qu'il faut, qui n'est pas peu. On retrouvera par ce chemin une loi naturelle du chant déjà rencontrée plus haut, c'est à savoir qu'un édifice sonore bien équilibré se compose de basses largement espacées.
les jeux plus serrés à hauteur moyenne et les petits intervalles couronnant le tout. Naturellement, cette règle est destinée à être vaincue et dominée aussitôt, mais les audaces en ce genre exigent aussi une solution qui est retour à l'ordre naturel. Quand ce calme des basses et leurs pas élargis s'accordent avec la terminaison voulue par le rythme et aussi avec les résolutions harmoniques, la conclusion s'annonce clairement, mais il arrive que toute la richesse s'y retrouve par des imitations rappelées, par des modulations encore essayées ou par des ornements, toutes choses que l'affirmation soutenue permet ici, comme un regard encore à ce qui vient de passer. C'est peut-être ici le lieu de remarquer que les mouvements retenus si naturels quand on approche de la conclusion harmonique et rythmique sont souvent dans la musique même à ce point qu'un changement de vitesse n'est pas nécessaire pour les faire sentir. Le sentiment de la terminaison imminente et l'attention à ne rien laisser en suspens suffisent à retenir le mouvement en intention. Quand il faut réellement ralentir, c'est le signe que la musique est sans âme. Des imitations, variations et ornements. Un caractère bien frappant de la musique est qu'elle répète les mêmes chants souvent sans aucune altération, d'autres fois plus haut ou plus bas, ou bien avec un autre ton, ou bien selon un autre mode, ou bien avec des variations ou des inversions. Il est quelquefois assez difficile de retrouver le thème, mais aussi sans le reconnaître explicitement, on se trouve toujours disposé à saisir et à mesurer d'avance la variation nouvelle, et enfin à s'y retrouver. L'analyse des belles œuvres conduit à des découvertes étonnantes, auxquelles il se peut bien que l'auteur n'ait pas pensé. D'autres fois, l'imitation est imposée, comme dans le canon et la fugue, et ces exercices sont une grande partie de l'école du musicien. C'est une occasion nouvelle de remarquer que sous l'empire des instruments, le mécanisme menace toujours la musique. De deux côtés, toutefois, je craindrais moins l'improvisation manuelle, préparation naturelle aux vrais détails de l'artiste, que cette autre musique trop pensée qui porte en son développement la marque de l'industrie. L'intelligence se contemple seulement en ce déroulement mécanique qui est proprement son miroir. Il faut reconnaître une parenté entre les sons mécaniques de l'orgue et cette architecture sonore, comme on l'a appelé. Le monde des musiciens reste partagé entre deux méthodes, celle qui invente sous la loi du temps, d'après les promesses des sons, et celle qui, disposant du temps sous la forme de l'espace, le remplit en tâtonnant, d'après les règles de l'imitation, de la variation et de l'harmonie. En ces belles discussions qui occupent noblement le temps du repos, on pourra prendre comme un avertissement l'idée qui circule en tous ces chapitres, à savoir que les arts, dans leur perfection, se distinguent et même s'opposent par ces analogies profondes qui rendent toute comparaison impossible. Disons, contre d'ambitieuses métaphores, que les constructions d'après un plan préalable sont également étrangères à la vraie musique et à la vraie architecture. En cela, la musique diffère profondément du langage parlé et s'oppose directement au langage des passions. C'est le propre des discours passionnés de changer par leur propre force, car l'imagination s'échauffe, la gorge se contracte et la colère monte. À quoi s'oppose déjà le sage discours de celui qui cherche et qui tourne autour du même objet, corrigeant l'expression, retouchant, expliquant, mais surtout la poésie, par son rythme fermement maintenu, et même par ses refrains périodiques, d'autant plus nécessaire que les passions sont plus près de vaincre. Mais la musique, outre le rythme et les refrains, se répète attentivement et ingénieusement dans tout ce qu'elle dit. Aussi ose-t-elle plus et s'approche-t-elle plus de la tristesse et de la colère, par ce remède qu'elle y apporte en même temps. C'est pourquoi l'imitation s'y montre d'autant plus stricte que le mouvement et les changements d'intensité risquent plus de jeter l'alarme. C'est ainsi qu'elle occupe les passions, qu'elle les entraîne, et par un paroxysme réglé d'avance, même quant à la durée, les ramène à un repos délié. Il y a, il me semble, deux espèces de variations. L'une qui tient de près à l'ornement, consiste à imiter le thème, mais en remplaçant les sons tenus et les passages francs par des traits rapides et des intervalles plus serrés. Ce qui peut n'être qu'un jeu, mais si le thème est assez fort, il domine encore par-dessus les variations. C'est comme un chant silencieux que l'auditeur recompose et cela l'invite à chanter aussi en lui-même. C'est pourquoi il y a toujours de l'amitié dans les plus belles variations. Les sonates pour piano de Beethoven en fournissent plus d'un exemple et rien ne fait mieux voir comment le musicien soumet le virtuose. L'autre variation plus moderne
pourrait être appelée modulante. La mélodie déjà affirmée revient mais trompe un peu l'attente et s'égare en des chemins nouveaux. Toutefois soutenue et portée aussitôt par une harmonie qui efface l'ancienne et fait comme un départ encore. Cette variation, sobre dans son développement, exprime une richesse des perspectives et la nécessité de finir. Ce sont des confidences dans un temps mesuré, et comme le soir d'une belle journée. Le prélude, aria et finale de César Franck et son quatuor offrent de ces merveilles. Il y a aussi deux espèces d'ornements. Les uns, qui sont les groupes, entrent dans la mesure sans jamais l'altérer. Les autres, comme les roulades et la trille, rompent délibérément le rythme et appartiennent à la déclamation. Les premiers sont dus surtout aux virtuoses de l'instrument, soit qu'ils délient leurs doigts par cet exercice, soit que sur le clavecin ou le piano par exemple, ils essaient de raccourcir la durée d'un son prolongé que l'instrument soutient mal. Les autres résultats de ce mauvais mélange, qui soumet trop souvent la musique à la poésie, ce qui déforme les deux. Les virtuoses du chant en font étalage, et ces ornements plaisent souvent par de petites causes, comme font les pirouettes du cirque. Mais le musicien a repris tout ce domaine, justement parce que le tri et le groupe sont des exercices et prouvent seulement que le chanteur ou l'instrumentiste reste libre et maître des sons. Ces ornements dans la musique la plus grave et la mieux inspirée affirment encore mieux la force contemplative qui tient les peines à distance. L'expression forte dans tous les arts veut des contours solides et une main ferme, des timbres et de l'orchestre. Un son surtout d'instrument est toujours une espèce de bruit par une multitude de sons accessoires, souvent criards, toujours tumultueux, qui l'accompagnent. Et autant que ces sons sont dominés et négligés, le son offre un timbre qui est propre à l'instrument et quelquefois à l'artiste, par où le son tient à la nature. De là des jeux plus sauvages où le rythme est le principal, où les timbres essaient toujours de vaincre les sons et qui sont le propre de l'orchestre. Mais il faut distinguer dans l'orchestre le quatuor à cordes, les bois, les cuivres, les tambours, cymbales, les cloches. Le quatuor y maintient la pure musique et le quatuor à cordes seul est sans doute le meilleur interprète de la plus haute musique. Toutefois, il faut faire là-dessus deux remarques. La première est que le quatuor produit en dehors des sons un bruit de rouée qui importune certaines oreilles. Peut-être la musique veut-elle que l'on fasse effort pour vaincre et effacer cette impression. La deuxième remarque est que les sons, s'ils ne sont pas très purs et religieusement conduits et surveillés par les exécutants, arrivent souvent à se contrarier et à s'éteindre, à quoi l'œuvre même contribue quelquefois aussi. Mais s'il triomphe de ces difficultés, le quatuor dépasse l'orchestre en puissance. Les cuivres seuls conviennent au rythme simple et aux musiques telles que les permettent le cor, le clairon et la trompette. Ce sont réellement des bruits où il faut retrouver la musique. Aussi les jeux de l'harmonie n'y sont pas libres. Les passages périlleux y sont étranglés et rocs. Les bois et surtout les clarinettes et les flûtes y mettent quelques légèretés. Mais le son de ces instruments est encore trop chargé de timbres. Il faut donc que tout ce bruit puisse être dominé par la masse des violons et de leurs frères plus graves. Quant aux instruments à percussion, ils sont plus près encore du bruit, mais assurent le rythme, seule discipline de cette tempête de bruit. L'esprit de l'orchestre est dans cette lutte entre les puissances diaboliques et les esprits célestes. Et la musique, à vrai dire, il y a plutôt un miracle, même dans les cordes. Il arrive quelquefois que le vent ou d'autres bruits font des musiques d'un instant, par rencontre et alliance de bruits. Une belle musique d'orchestre arrive ainsi à se faire entendre sur un chaos de bruits rythmés. Victoire encore, naissance merveilleuse, existence fragile, continuellement menacée. Même dans les violons en masse, comme les emploie Wagner, il naît un bruit d'abeilles, d'où il semble que la musique sort par moments. L'orchestre est ainsi tout à fait autre chose qu'un concert d'instruments. La masse même tend toujours à vaincre le musicien. Elle y parvient souvent. Ici, les passions sont hors de l'homme. Elles ont leur vrai visage cosmique et la fatalité est tout extérieure. C'est un déchaînement des forces aveugles ou bien des dieux comme on voudra. Il y a donc quelque chose de l'épique dans l'orchestre, mais le vrai Dieu s'y montre mieux que par un rythme toujours le même. On dirait que le mouvement même de l'épopée est maintenant parmi les forces ennemies. Ce grand mécanisme humain est ici plus fort que l'homme. Toutefois, le génie sur ce tumulte océanique
trouve une place et une résonance pour sa chanson propre. De là vient cette impression si puissante dans les grandes œuvres d'un chant solitaire, chanté pour soi seul. Ainsi, la musique, au terme de son développement mécanique, revient à ses origines, se renie et se retrouve. Toute autre analyse de l'orchestre risque de prendre une symphonie ou une sonate à grand fracas. Des genres musicaux, on distingue sans peine la musique héroïque, l'élégiaque et la religieuse. Il faut joindre la dramatique et la bouffonne. Platon ne voulait point d'autre musique que l'héroïque. Il disait que les autres musiques qui exigent beaucoup de cordes ou une complication de clés n'étaient bonnes qu'à amollir et corrompre les âmes. Assurément, comme la vraie chasteté est sans pensée, ainsi il est bon de n'avoir pas besoin de musique à discipliner l'amour, la tristesse, le désespoir. Mais nous traitons ici des arts tels qu'ils sont, sans décider s'il vaudrait mieux se contenter du clairon et de la trompette. Toujours est-il que l'héroïque, qui n'est que l'épique sans parole, exprime la force d'âme par un mouvement imperturbable et résout les dissonances par l'action. Le mode majeur, qui force toujours sur l'obstacle et résout en surmontant, il convient par surtout. Et les modulations, ils doivent être naturelles, prévues, et non point soudaines et en forme de gouffre, comme des pensées à la traverse. Le propre de l'héroïsme est de se détourner des pensées qui ne concourent pas aussitôt à l'action, ou plutôt les pensées accessoires n'y viennent que par les éclairs, des éclairs recouverts, ramenés, entraînés, dominés. Mais il faut qu'on sente aussi que cette simplicité et de précaution est forte, d'où procèdent ces hardiesses promptement balayées. Ce n'est que flottement d'un instant ou hésitation aussitôt vaincue comme dans une troupe d'attaque. Il semble aussi que les parties ne peuvent pas s'égarer beaucoup dans les ornements et variations des hôtes, mais plutôt se serrer et ramasser en avançant sans même regarder à droite et à gauche. L'héroïque imite à merveille ce mouvement humain, mais sans désordre aucun. Le thème le plus riche de la vraie musique, c'est la peine, mais non pas même agenouillée, relevée au contraire, et qui regarde au loin. Le premier signe de la consolation, c'est que les choses s'éloignent autour et se reculent à leur place. La musique aussi veut de la place autour et s'étend autour de nous comme un espace de silence, car la musique et le silence sont ensemble, toujours dans une solitude peuplée. C'est pourquoi le sommeil et le soir sont des conditions accessoires favorables à la méditation musicale, surtout quand elle s'avance dans les routes du souvenir, apaisant et enchaînant les peines. Cette muse ne raconte pas, mais mesurant toujours la joie aux peines et volant au lieu de marcher, elle ressemble à la lumière du soir qui finit par embellir toutes les choses un peu avant qu'elles s'effacent. Ainsi l'on se trouve fortement réconcilié avec soi et recueilli dans le sens plein du mot. Chacun fera la différence entre un chant du soir de Schumann et les accents dramatiques de la peine à son paroxysme, qui ne sont que déclamations chantantes. Toute musique est religieuse par la pureté, l'attention, la soumission, le recueillement, la sérénité qu'elle veut et qu'elle apporte. La musique proprement religieuse est plus sévère et pense davantage au gouvernement extérieur. C'est la musique d'une danse majestueuse ou bien encore une récitation de cérémonie. Toujours est-il qu'elle se fait écouter de tous, mais l'âme musicienne prend d'elle-même ce mouvement qui l'élève au-dessus des misères, toute petite devant le jugement. On s'est moqué de ces métaphores qui viennent à dire que les sons en montant par degrés nous élèvent. On peut rire aussi d'une doctrine qui met le ciel des élus au-dessus de nos têtes. Mais la métaphore, comme il arrive souvent, est juste par d'autres causes, car il est assez clair que le chanteur ne parvient à parcourir sans accident une phrase qui monte sans y mettre toute sa pensée et sans rejeter aussi toute vanité et toute crainte, ce qui le rapproche du ciel des élus, sans aucune métaphore. Cette pitié est sans objet, j'en conviens toutefois, par ce chemin, l'élégiaque nous conduit à pardonner, à l'ordre des choses, et il n'y a peut-être pas autre chose dans le sentiment que l'on nomme amour de Dieu, mais ce n'est pas ici un traité de théologie. Dans le drame musical, presque tout est héroïque, élégiaque ou religieux. Ce qui est proprement dramatique, c'est le dialogue qui fait naître et développe les passions, et la musique dramatique est celle qui imite les accents et le mouvement du dialogue passionné. Ce n'est donc qu'une tragédie encore mieux réglée, à moins que les acteurs et même les auteurs ne tombent dans la frénésie, ce qui exclut toute musique. Faut-il en dire autant de la musique bouffonne? Peut-être
La gaieté en mouvement permet-elle toujours un rythme régulier, quoique vif, qui la tempère et la maintient dans la décence. En outre, la musique se prête bien à la parodie, mais le plaisir est alors de même nature que celui que l'on prend à la comédie et qui n'est pas aisé à expliquer. Si la musique a pour objet de ramener l'esprit et le corps à l'équilibre en même temps, la pure musique se trouverait dans ce genre de composition qu'il faut appeler tempérée ou équilibrée, comme sont la sonate, le quatuor, la symphonie, où le musicien éveille et modère toutes les passions selon l'ordre vrai des genres. Ainsi, le commencement tient de l'héroïque, l'élégiaque est au milieu et le final, dans les belles œuvres, a toujours quelque chose du contemplatif. Quant au morceau de fantaisie, il est peut-être une concession et comme une politesse aux virtuoses, à moins qu'il ne soit au pouvoir de la musique de nous distraire aussi de la musique.